Bienvenue sur Minuit Mystère, où chaque murmure cache un secret. Ce soir, un village tranquille tremble sous le poids des illusions et des mensonges. Le cadeau d'une veuve a disparu, et avec lui, son innocence. Écoutez-vous à la lueur des bougies ou dans le noir. Servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. C'était un de ces après-midi de décembre suspendus entre l'aube et le crépuscule, une douce torpeur où la fumée de la cheminée planait, immobile, et où flottait dans l'air un léger parfum de cire à houx. Dans le salon du presbytère, le cercle de couture de Madame Wetherby était installé comme un public devant un foyer qui crépitait plus qu'il ne brûlait. Les aiguilles cliquettaient, les tasses de thé tintaient, et le rythme des conversations distinguées emplissait la pièce d'une précision rassurante. Puis, tout à coup, ce rythme s'est rompu. C'est Madame Price Ridley, l'œil vif, l'air brillant comme le givre, qui posa sa tasse et dit, avec le plaisir discret de celle qui s'apprête à dévoiler un scandale. « Je suppose que vous avez tous entendu ce que la veuve a fait cette fois-ci. » Nul besoin de préciser de quelle veuve il s'agit. À St. Mary Mead, l'article défini ne pouvait concerner qu'une seule femme. Madame Partridge, la veuve Partridge comme on l'appelait depuis 3 ans, possédait le don rare de tirer profit du deuil. Chaque Noël, depuis le malaise de son mari dans la file d'attente de la poste, elle avait trouvé un nouveau moyen d'étonner la paroisse. Une année, ce fut la tombola d'un gâteau caritatif qui coûta leur dignité à la moitié des fidèles. L'engagement d'une chorale londonienne pour chanter des chants de Noël devant son portail pendant 20 minutes précises avant d'être congédiée sans être payée. Mais cette année, elle avait volé Noël. Du moins, c'est ce que laissait entendre Madame Price Ridley, d'un haussement de sourcils qui promettait une révélation. Miss Marple, assise légèrement à l'écart dans un coin, poursuivait son ouvrage délicat, ses yeux bleu pâle reflétant la lueur du feu. Elle ne disait pas un mot. C'était sa façon de faire. Elle laissait les mots prendre forme et s'alourdir avant de les aborder par la réflexion. Elle a pris les figurines de la crèche de l'église, a annoncé Madame Price Ridley. Elles ont toutes disparu du placard de la sacristie. Elle a prétendu qu'il s'agissait de reliques négligées et qu'elle leur offrirait une place de choix dans sa propre vitrine. L'exclamation qui suivit était presque théâtrale, un chœur d'indignation mêlé d'admiration. « Quelle audace !» murmura Madame Wetherby, dont le sens moral était aigu, mais la curiosité encore plus. Et les a-t-elle vraiment affichées, dans son salon, juste là, entre son service à thé en argent et cette affreuse fougère? C'est seulement là que Madame Price Ridley baissa la voix. Elle remplaça l'enfant Jésus par un ange. Porcelaine. Elle dit qu'elle préférait la symétrie. L'aiguille de Miss Marple s'arrêta, suspendue en l'air. Il y eut des rires, puis des rires gênés et polis qui emplirent l'espace comme de la vapeur, dissimulant un malaise profond. Même dans un village habitué aux excentricités, un tel sacrilège en matière de porcelaine était une nouveauté. « Elle le fait pour attirer l'attention », a déclaré mademoiselle Hartnell d'un ton péremptoire. « Il n'y a pas d'autre raison pour qu'une femme s'exhibe ainsi. » Le fils de Miss Marple glissa silencieusement à travers le tissu. De l'attention, certes, mais pas toujours pour elle-même. Parfois, l'attention était une monnaie d'échange. Parfois, pensa-t-elle, elle servait de camouflage. La conversation, comme souvent dans les commérages, passe de la condamnation à l'inventaire des faits. Le Noël volé de la veuve prenait de l'ampleur à chaque nouvelle histoire, les figurines disparues, les chanteurs de Noël prétendument soudoyés avec du brandy, et même l'accusation selon laquelle elle aurait renvoyé le sacristain chez lui plus tôt que prévu pour emprunter les clés de l'église sans se faire remarquer. Au crépuscule, lorsque la nuit tomba sur les vitres, le récit avait acquis toute l'absurdité solennelle d'une légende locale.
Miss Marple prend congé discrètement, rangeant son ouvrage dans son panier bien ordonné. L'air du soir l'accueillit dans un silence feutré, et les lampes qui bordèrent le chemin brillaient comme de petits yeux pensifs. Quelque part derrière les haies, la maison de la veuve scintillait faiblement, ses fenêtres éclairées d'une lueur douce et chaleureuse. Un chant de Noël flottait dans l'air froid, des voix douces et hésitantes s'élevant des répétitions des enfants dans la salle. Pourtant, par-dessus leur mélodie, planait une légère dissonance, une note déplacée. Un bruit métallique soudain, peut-être un seau ou un volet tombé, brisa le fragile calme. Miss Marple tourna la tête pour écouter. Le salon de la veuve se devinait à travers les rideaux de dentelle tirés en arrière, laissant filtrer la lumière sur le rebord de la fenêtre. Dans cette clarté, elle aperçut quelque chose d'étrange, la crèche posée sur une table cirée, certes, mais altérée. Un berger manquait à l'appel, un ange penchait bizarrement. Le visage de la Vierge était détourné, comme honteuse. Et au centre, là où aurait dû reposer le berceau, une tache cramoisie marquait le linge blanc. C'était peut-être du vin, ou peut-être pas. Le lendemain matin, ce mot semblait pourtant trop joyeux pour l'heure à laquelle le village s'éveillait. Le sacristain, venu chercher les livres de cantiques, trouva la porte de l'église déverrouillée et le petit placard intérieur grand ouvert, son contenu mis à l'écart. À midi, un agent de police se présenta, arborant l'air de quelqu'un contraint d'enquêter sur une faute morale plutôt que sur un délit. Mais le soir venu, tout changea. Le salon de la veuve était fermé. Aucune lampe n'y brûlait. La servante, envoyée porter un message de la femme du vicaire, trouva la porte d'entrée entr'ouverte et une forte odeur de bougies éteintes flottait dans l'air. Et là, à côté de la table où se trouvaient des figurines déplacées, gisait Madame Partridge elle-même, toujours vêtue de soie noire, un collier de perles rouges brisé autour du cou comme des gouttes de sang gelé. Le gendarme a dit que c'était son cœur. Naturel, vous comprenez, murmura-t-il. Aucun signe de lutte. Un choc, peut-être. Une excitation excessive. Mais à St. Mary Mead, les causes naturelles étaient rarement acceptées sans réserve, surtout lorsqu'elles survenaient dans un climat de scandale. Miss Marple, discrètement postée près du portail, ne disait presque rien. Son regard s'attardait sur la crèche à l'intérieur, désormais tamisée par la lueur vacillante d'une lanterne. L'ange était toujours penché sur le côté, sa main de porcelaine tendue dans un geste qui pouvait être une bénédiction ou une accusation. Et sur le tissu en dessous, la tache cramoisie s'était intensifiée, comme si quelque chose de plus sombre que le vin avait imprégné les fils pendant la nuit. La lumière d'une lanterne vacillait le long de la haie, et le murmure des voix portait faiblement sur la pelouse gelée. Miss Marple restait près du portail, les mains jointes sur son manchon, observant le petit cortège de fonctionnaires entrant et sortant de la maison de la veuve. Les bottes du gendarme laissèrent des empreintes sombres sur le gravier. La voiture du docteur Haydock tournait encore au ralenti, garée au bord du trottoir. Rien dans la scène ne laissait présager de violence, seulement l'étrange immobilité qui s'ensuit. À l'intérieur, la femme de chambre de Madame Weatherby, les yeux écarquillés, rôdait près de la porte, répétant qu'elle n'avait rien vu, seulement la fenêtre tantôt sombre, tantôt lumineuse. Le médecin, essuyant ses lunettes, parla d'une voix basse et assura une crise cardiaque. Soudain, mais pas inattendu. Son ton était empreint de la fermeté tranquille de celui qui a l'habitude d'écarter toute mauvaise surprise. Le regard de Miss Marple se porta sur la table de la nativité, où les figurines semblaient figées en pleine dispute. L'ombre de l'ange s'était longuement allongée sur le mur, son bras levé pointant vers la tache écarlate sur le linge. Il y avait quelque chose d'étranglement délibéré dans la façon dont la tache s'était étendue, nette, presque contenue.
L'épouse du vicaire, Madame Witherby, s'approcha avec une voix tremblante de pudeur murmurée. « Quelle tragédie à Noël !» murmura-t-elle. Elle était si souvent seule, la pauvre. Bien sûr, elle ne se comportait jamais comme une femme solitaire. Non, acquiesça doucement Miss Marple. La solitude peut être une condition très sociale. Un agent s'avança, casquette à la main. Il faut vider la pièce, madame. Une simple formalité. Le docteur Haydock est convaincu qu'il n'y a rien de suspect. Madame Wetherby acquiesça rapidement, soulagée par cette assurance. Mais Miss Marple s'attarda. Son regard suivit le gendarme qui soulevait délicatement la nappe et la repliait de façon à dissimuler la tache. Ce geste, censé restaurer la dignité, semblait au contraire cacher une vérité que personne ne voulait nommer. Au matin, le décès fut officiellement attribué à une crise cardiaque, peut-être aggravée par des excès d'alcool et de xérès. La cloche paroissiale sonna brièvement, et avant midi, dans la rue principale, l'horreur avait fait place à la curiosité. Chez l'épicier, Madame Price Ridley raconta l'affaire à qui voulait l'entendre, insistant sur le fait qu'elle avait pressenti quelque chose d'affreux. Elle parla des habitudes théâtrales de la veuve, du caractère difficile de son défunt mari et de la rumeur selon laquelle elle aurait conservé ses papiers d'assurance-vie enfermés dans une boîte à biscuits. Certaines personnes, conclut-elle avec une satisfaction morale, ne devraient jamais survivre à leur réputation. Miss Marple, qui se tenait derrière elle dans la file d'attente, murmura un doux assentiment, mais remarqua avec quelle rapidité la compassion se transformait en une critique de chaque remarque, perçue comme un petit vol de la dignité de la défunte. Plus tard dans la journée, un jeune homme arrive à la chaumière voisine de celle de la veuve, une sacoche à la main et le teint pâle. Les villageois l'observèrent depuis leurs fenêtres, tandis qu'il entrait dans la maison sous escorte policière. On le présenta comme M. Leonard Partridge Nephew, récemment rentré d'Inde. Son arrivée suscita de nouvelles rumeurs. La veuve lui avait-elle écrit? Était-il l'héritier? Ou était-il arrivé trop tard pour réclamer le reste de l'héritage? Miss Marple, qui se tenait avec Madame Wetherby près du portail du presbytère, observa l'expression du jeune homme lorsqu'il quitta la maison une heure plus tard. Il semblait hébété, non pas accablé de chagrin, et il s'arrêta un instant pour regarder le clocher de l'église, comme pour mesurer la distance entre le péché et le salut. Il aimait être au centre de l'attention, soupira Madame Wetherby. Mais on oublie toujours qu'il y a quelqu'un qui doit s'occuper des restes. Oui, répondit Miss Marple, et les restes prennent de nombreuses formes. Ce soir-là, une fine neige commença à tomber, adoucissant les contours des toits et des clôtures. Les lumières du village scintillèrent faiblement, mais la maison de la veuve restait plongée dans l'obscurité. Seul l'ange à sa fenêtre demeurait visible, tourné vers l'extérieur comme s'il observait la rue. Dans sa chaumière, Miss Marple s'installa près du feu, son tricot intact à ses côtés. Elle ne pouvait oublier cette tache sur le linge, si parfaitement ronde, si tenace. Cet ordre apparent dans la mort la troublait. Elle savait que le chaos succédait au deuil, mais le rangement, pensa-t-elle, était presque toujours artificiel. On frappa à sa porte. C'était l'agent Wedrill, chapeau à la main, l'air soucieux. « Excusez-moi, mademoiselle Marple, mais vous étiez là hier soir. Pourriez-vous me dire si vous avez remarqué que la porte était bien verrouillée à votre arrivée ?» Elle le regarda d'un air doux. « C'était entrouvert, je crois. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Il hésite, car ce matin, la porte était verrouillée de l'intérieur. Il faut forcer pour l'ouvrir. Le médecin dit que c'était peut-être le vent, mais bon, ça m'avait paru bizarre. « Oui, » dit doucement Miss Marple. « C'est étrange, en effet. » Quand il est parti, elle resta assise un moment, le tic-tac de l'horloge étant le seul bruit. Dehors, la neige s'accumulait contre les vitres, plongeant le monde dans un silence blafard. Dans son esprit,
Elle revêt la marque écarlate, le bras tendu de l'ange, et une image à la fois accusatrice et sereine. Et quelque part sous cette surface calme, une pensée commença à se former, non pas encore une conclusion, mais le vague contour de quelque chose délibérément caché à la vue de tous. La neige continua de tomber toute la nuit, et au matin, le village était enveloppé d'une pureté trompeuse, toit blanc, haies courbées, toutes les imperfections estompées. Pourtant, sous ce calme apparent, les conversations commençaient déjà à s'animer, comme des braises sous la cendre. La mort de la veuve était devenue une sorte de climat moral, modifiant l'atmosphère de chaque salon et de chaque boutique de St. Mary Mead. Miss Marple se leva tôt. Sa bouilloire siffla tandis qu'elle préparait le thé, ses gestes délibérés, pensifs. Un esprit, pensait-elle souvent, avait besoin de chaleur et de routine pour rester clair, surtout quand le monde masquait le désordre sous un masque de paix. À travers la vitre givrée, elle aperçut le gendarme qui revenait vers le portail de la veuve, ses bottes frappant la neige du sol. Un village ne reste jamais silencieux après un scandale, il apprend simplement à chuchoter plus efficacement. En milieu de matinée, Madame Weatherby est venue frapper à sa porte, essoufflée et enveloppée dans son fourrure de renard. « Mon Dieu, ma chère Miss Marple, je ne sais plus quoi penser », commença-t-elle avant même qu'on lui enlève son manteau. Le coroner a accepté de ne pas tenir une enquête trop pénible, paraît-il. Mais il se murmure que quelque chose a peut-être disparu de la maison. Pas des bijoux, bien sûr, même si on ne sait jamais. Il manque quelque chose? Fit doucement écho Miss Marple. Un papier, apparemment. C'est ce que demandait son neveu. Peut-être quelque chose qu'elle lui avait promis de lui envoyer par lettre, ou cet étrange testament qu'elle ramenait sans cesse. Il vaut mieux garder ces choses privées, même si, dans ce village, la vie privée est éphémère. Miss Marple a servi du thé. Non, rarement. Les deux femmes étaient assises face à face, le feu crépitant doucement entre elles. Dehors, une charrette passait lentement, ses roues crissant sur la route gelée. Madame Weatherby baissa la voix, sa curiosité perçant sous ses airs de compassion. On dit que la bonne est partie elle aussi. Partie à l'aube sans prévenir, elle a pris sa petite malle et a disparu en direction de la gare. Voyons, quelle fille s'en va juste après la mort subite de sa maîtresse? Quelqu'un qui sait quelque chose, peut-être, murmura Miss Marple, ou qui craint qu'on ne lui pose la question. Madame Weatherby a poussé un cri d'effroi. Vous pensez, oh, sûrement pas ça. Miss Marple esquissa un sourire. D'après mon expérience, Madame Weatherby, l'innocence et l'inquiétude se ressemblent souvent de façon assez frappante. Cet après-midi-là, le jeune monsieur Partridge rend visite à mademoiselle Marple. Ses yeux étaient rougis, mais son ton était poli, presque trop prudent. « Vous étiez présente, je crois, lorsqu'on a retrouvé ma tante, » dit-il. « Je tiens à vous remercier de votre discrétion. »« Cela ne demandait pas grand-chose, » répondit Miss Marple. « Le village produisait plus de bruit que je n'en aurais jamais pu. » Il esquissa un sourire, sans chaleur. C'était une femme difficile, mais c'était la famille. On m'a conseillé d'organiser les obsèques rapidement, discrètement. Il hésita, le regard tourné vers le feu. Je me demande, Miss Marple, avez-vous remarqué qu'elle semblait soucieuse ces derniers temps, comme si elle attendait quelqu'un? Miss Marple croisa les mains. Mal à l'aise, peut-être, mais pas effrayée. Il y a une différence, monsieur Partridge. L'une craint d'être blessée, l'autre craint d'être découverte. Il cligna des yeux, incertain de savoir si elle plaisantait, puis se leva. Je suis sûr que c'était son cœur. Le docteur Haydock insiste. Il n'y a rien à redire. Oui, dit Miss Marple. Il insiste souvent. C'est plutôt sa façon d'éviter les vérités désagréables. Après son départ, le silence retombe dans la maison. Miss Marple resta assise un long moment,
observant les traces de tasses de thé disparaître de la table. Au loin, la cloche de l'église sonna pour la prière de l'après-midi. Elle pensa à la servante disparue, au papier s'étant volatilisé, à la tache qui paraissait trop nette pour être accidentelle. Au crépuscule, elle s'aventura sur le chemin. La neige tombait encore légèrement, couvrant toutes les traces de pas, à l'exception d'une série d'empreintes qui menaient du portail de la veuve au sentier du cimetière. C'étaient de petites empreintes, étroites au talon, qui tournaient brusquement vers la haie avant de disparaître. Miss Marple s'accroupit légèrement, sa main gantée effleurant la marque. Un fil de laine cramoisie s'accrocha à la ronce voisine, éclatant comme une goutte de pêcher remémorée sur la neige. Lorsqu'elle se redressa, elle vit que l'ange à la fenêtre avait disparu. Seule sa silhouette subsistait, à peine visible sous le givre. Et dans cette absence de rangement délibéré, quelque chose commence à se mettre en place dans son esprit, lentement comme une horloge qui redémarre après avoir été arrêtée trop tôt. Le gel s'était intensifié le lendemain matin, et le village s'éveilla dans un silence glacial, presque religieux. L'absence de l'ange à la fenêtre de la veuve devint le premier murmure du jour, échangé à voix basse entre la postière et le boucher, chuchoté par-dessus le comptoir de l'épicier et porté comme une fumée invisible le long de la rue principale. La disparition de cette figure, en apparence insignifiante, avait quelque chose d'étranglement troublant. À St. Mary Mead, les symboles avaient une importance capitale. Miss Marple, marchant d'un pas vif vers l'église, sentit le sol craquer sous ses bottes. Le fil cramoisi qu'elle avait aperçu la veille lui revenait en mémoire, ainsi que les empreintes qui avaient été déviées vers la haie. Un détail insignifiant, facile à négliger, mais Miss Marple avait depuis longtemps appris que le mal se dissimulait souvent dans les gestes les plus infimes. À l'intérieur de l'église, l'air était légèrement parfumé à la cire d'abeille et au pin. Le sacristain, M. Sims, astiquait les chandeliers avec une ferveur inhabituelle. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, le visage rougeaud crispé par la tension. « C'est terrible, Miss Marple, » dit-il à voix basse. « Je lui avais dit de ne pas toucher aux choses sacrées. Ne lui avais-je pas dit « laissez la crèche où elle doit être » ? Mais elle a fait ce qu'elle voulait. « Vous voulez dire les chiffres ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. Il acquiesça. Elle les prit directement dans l'armoire de la sacristie. Elle prétendit qu'elle les polirait elle-même. Je lui fis remarquer qu'il n'était pas convenable qu'une seule femme prenne ce qui appartenait à tous. Le regard de Miss Marple s'adoucit. J'ose dire qu'elle pensait embellir la saison. Embellir! Il souffla. Embellir, c'est se pavaner, c'est autre chose. On n'a jamais vu de telles guirlandes lumineuses et de tels rubans, comme dans une vitrine. On aurait dit une publicité pour le bébé. Pendant qu'il parlait, elle remarqua un petit objet posé sur le banc, le plus proche de la porte de la sacristie, une main en porcelaine, ébréchée, délicate et détachée. Elle se pencha légèrement pour l'examiner. Une des figurines, peut-être ? M. Sims fronça les sourcils. C'est possible. Je croyais qu'ils étaient tous là. La vicaire a dit qu'elle les avait gardés en ordre à sa façon. Miss Marple se redressa. Toute apparence de propreté n'est pas forcément innocente, Monsieur Sims. Parfois, elle cache une certaine confusion. Dehors, le bruit d'une voiture interrompit ses pensées. Elle se retourna et vit M. Partridge descendre d'une Austin noire, le visage tiré et grave. Il la salua poliment, bien que sa voix tremblât légèrement. « Mademoiselle Marple, je suis allé chez le notaire. Les affaires de ma tante sont compliquées. Il est question d'une petite assurance vie, modeste, mais payable à un bénéficiaire non identifié. Il semblerait qu'elle l'ait modifiée le mois dernier. C'est intéressant, dit Miss Marple d'un ton neutre. Il regarda le cimetière. La bonne devrait le savoir. C'est elle qui s'occupait du courrier. J'ai prévenu la police,
mais ils ont l'air convaincus que tout est normal. « Ordinaire ?» répéta Miss Marple, le regard absent. Un mot si apaisant, et pourtant si rarement vrai. Ils marchèrent ensemble sur le sentier, la neige crissant sous leurs pas. Arrivé à la barrière, il s'arrêta. « Si vous entendez quoi que ce soit, je vous en serai reconnaissant. » Miss Marple inclina la tête. « Je resterai attentive, même si à St. Mary Mead, on n'a guère besoin de faire d'efforts. » Cet après-midi-là, elle alla à la poste. Madame Finch, la factrice, l'accueillit avec l'empressement las de celle qui craint et recherche les ragots. Vous êtes au courant, bien sûr. La bonne, Nora, c'était son nom, avait reçu un télégramme de Paddington. « Saine et sauve », disait-il. Rien de plus. Même pas signé correctement. « Comme c'est curieux », murmura Miss Marple. « On se déclare rarement en sécurité à moins de se sentir en danger. » Madame Finch se pencha en avant. « Et voici autre chose. Un colis destiné à la veuve est arrivé 2 jours avant son décès, oblitéré à Londres. Je l'ai vu moi-même. Lourd en plus. Jamais récupéré. Toujours au bureau? Le docteur Haydock m'a dit de le conserver jusqu'au règlement de la succession. » Miss Marple hocha lentement la tête. Mieux vaut le garder en lieu sûr, en effet. Les colis de Noël sont parfois imprévisibles. Elle quitta le bureau de poste avec un sourire à peine esquissé. Le village se dévoilait peu à peu, chaque geste de bonté dissimulant une intention cachée, chaque remarque moralisatrice masquant la curiosité. Dans une telle atmosphère, la vérité semblait presque une impertinence. Alors que le soir approchait, elle rentra chez elle et attira le feu. Par la fenêtre, elle aperçut la maison de la veuve, sombre et vide. La neige avait recommencé à tomber, douce et implacable, recouvrant les dernières traces de pas. Seule la faible ombre de l'ange qui s'était tenu demeurait visible, une silhouette pâle dans le givre. Miss Marple se versa une tasse de thé et écouta le léger sifflement de la bouilloire. Dans ce silence, elle perçoit l'ébauche d'une réponse, fragile, incertaine, comme une écriture sous une couche de poussière. Et même si elle ne pouvait pas encore le lire, elle sentait qu'il ne resterait pas caché longtemps. La soirée s'assombrissait et le petit salon de Miss Marple s'illuminait d'une lueur ambrée. Sa tasse de thé, intacte, refroidissait lentement à côté d'elle, tandis que ses pensées vagabondaient. Dehors, le vent soulevait la neige des avant-toits, murmurant le long du chemin comme une confession. Le monde paraissait paisible, mais cette paix, elle le savait, était aussi fragile que le givre sur sa vitre. On frappa doucement à la porte, interrompant ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva le vicaire, chapeau à la main, l'air plus contrit que religieux. « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle Marple », commença-t-il en enjambant prudemment le paillasson. « Mais je me disais, eh bien, vous semblez toujours être au courant des choses avant moi. » Miss Marple esquissa un sourire. À St. Mary Mead, les nouvelles, comme les péchés, se répandent vite. Qu'avons-nous encore fait? Il expira. La police a décidé de laisser la maison ouverte. Ils n'ont rien scellé et on dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Mais Madame Wetherby insiste pour que nous mettions immédiatement les figurines de la crèche. Trop morbide, dit. Pourriez-vous nous aider à les rassembler? Elle pensait que vous aviez les mains plus sûres. Ou peut-être moins superstitieuses, dit Miss Marple d'un ton sec. Moins d'1 heure plus tard, elle se retrouva de nouveau dans le salon de la veuve. L'air était devenu vicié depuis sa dernière visite, une odeur de bougie éteinte persistait, mêlée à une légère note métallique. La table, dépourvue de sa nappe, portait de légères marques rougeâtres qu'aucun polissage n'avait pu effacer. Madame Wetherby, animée d'une ferme intention morale, se déplaçait d'un pas vif entre les silhouettes. « C'est terrible, » murmura-t-elle, « comme la mort rôde autour des choses. Mieux vaut les ranger avant la veille de Noël. »
Imaginez chanter des chants de Noël à côté d'un tel rappel. Miss Marple souleva délicatement le livre de berger de la table, ses doigts gantés effleurant une fissure à sa base. « Vous voudrez sans doute le noter, » murmura-t-elle. « Les dégâts semblent récents. Des enfants? Sans doute, » répondit rapidement Madame Wetherby. « La bonne avait des cousins, non? Toujours dans les pattes, j'imagine. » Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Nous devons être charitables, ma chère. »« La charité, » répondit Madame Wetherby, « c'est bien beau, mais quand elle n'excuse pas la négligence. » Tandis que les figurines étaient rassemblées, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Parmi elles se trouvait une petite boîte en porcelaine, au bord doré, en forme d'étoile, qu'elle ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Elle avait été discrètement placée derrière le piédestal de l'ange, comme si elle était destinée à se fondre dans le décor. Elle le retourna. Vide. Pourtant, une légère odeur de lavande s'en dégageait à l'intérieur, et une odeur plus âcre en dessous, comme de l'encre ou du vieux papier. « Cela faisait-il partie du décor ?» demanda-t-elle. Madame Wetherby jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je ne le crois pas. Ça a l'air plutôt moderne. Peut-être appartenait-il à la veuve, » suggéra le vicaire. « Un souvenir, peut-être. » Miss Marple hocha la tête distraitement, l'esprit déjà ailleurs. Elle range soigneusement la boîte parmi les autres objets, son expression indéchiffrable. Une fois la cérémonie terminée, le vicaire porta la caisse à la sacristie, laissant Miss Marple seule un instant. La pièce semblait vide sans la veuve, ou peut-être trop pleine, empreinte d'un silence qui semblait écouter. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. De l'autre côté de la ruelle, des lumières scintillent faiblement au bureau de poste. Quelqu'un y travaillait encore tard. Madame Finch, pensa-t-elle, ou peut-être quelqu'un d'autre. Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard fut attiré par une légère marque sur le plancher près de l'âtre, une trace plus foncée que le reste du bois, de forme plus ou moins circulaire, comme si quelque chose avait été posé là, puis retiré précipitamment. Ce n'était pas récent, un léger halo de cire l'entourait. Elle s'accroupit et toucha le bord, encore tiède, légèrement. Lorsque le vicaire revint, elle se redressa. « Vous avez gardé les clés, j'espère. »« Oui, » dit-il. « Le gendarme en possède également un exemplaire. »« Oh, et mon neveu en a demandé un cet après-midi pour des affaires successorales. »« Comme il est pragmatique, » murmura Miss Marple. « Le pragmatisme est souvent une forme de deuil. » Dehors, la neige avait cessé. La lune, basse et brillante, baignait le chemin d'une lumière argentée. Madame Wetherby se dirigea vers le presbytère, sa silhouette minuscule se détachant sur la blancheur du paysage. Miss Marple s'attarda près du portail, jetant un dernier regard à la fenêtre obscure. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose avait été arrangé avec trop de soin dans cette maison. La propreté de la table, la façon dont la tâche avait été contenue, l'absence de l'ange que personne n'avait vraiment remarqué, jusqu'à ce qu'elle-même la remarque. À St. Mary Mead, pensait-elle, tout le monde aspirait à faire disparaître ce qui gênait, et certains, peut-être, rangent un peu trop bien. Un quart d'heure plus tard, une cloche sonna au loin. Miss Marple se dirigea vers sa maison, son ombre s'étirant sur la neige. Arrivée à sa porte, elle s'arrêta, entendant faiblement, ou croyant entendre, le cliquetis de la porcelaine portée par le vent, comme si quelque chose de fragile avait bougé dans l'obscurité. La brise nocturne suivit Miss Marple dans son couloir, emportant avec elle une infime trace de quelque chose. Parfum, souvenir, intuition, qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle ôta son écharpe et ses gants, écoutant l'horloge du coin sonner. 9 heures. Ce son, doux et familier, lui semblait presque intrusif ce soir-là, comme s'il marquait non pas le temps, mais une pensée.
Elle s'approcha de sa table de travail et griffonna quelques mots dans son journal « Laine cramoisie »,« Empreinte de pas »,« Parfum de lavande »,« Ange disparu ». Son écriture, soignée et assurée, contrastait doucement avec l'incertitude que ces mots laissaient transparaître. Elle referma le livre et regarda le feu, désormais réduit à une faible lueur. Un bâillement de chat résonna faiblement chez le voisin, et au loin, une porte claqua, produisant l'un de ces petits bruits ordinaires qui, au bon moment, sonnent comme un signal. Le lendemain matin, Miss Marple se rend dans la rue principale. Le temps s'était légèrement dégelé, laissant une fine pellicule d'humidité sur les pavés. Au guichet de la poste, Madame Finch rangeait les enveloppes avec la déférence d'un prêtre manipulant des reliques. « Ah, Miss Marple, » dit-elle d'un ton enjoué, bien que son regard trahisse une certaine inquiétude. « Vous n'imaginez pas ce qui a été découvert. Ce colis destiné à la pauvre Madame Partridgewell. M. Partridge est venu le récupérer lui-même ce matin. Il a prétendu qu'il s'agissait de correspondances personnelles. Je le lui ai laissé, bien sûr, avec l'accord du docteur Haydock. Mais entre nous, quand il l'a soulevé, ça ne ressemblait pas vraiment à des lettres. Plutôt à du métal. « Du métal ?» demanda doucement Miss Marple. « Quelque chose qui teinte, » dit Madame Finch avec délectation. « Peut-être une boîte à bijoux, ou de l'argenterie. Vous savez combien elle aimait exposer ces objets. »« En effet, » murmura Miss Marple, bien que le véritable goût pour l'apparat soit rarement lié à la beauté. Madame Finch se pencha. « Et ce n'est pas tout. L'agent Wetherell est ensuite passé. Il a dit que le télégramme de la bonne, annonçant qu'elle était saine et sauve, n'avait pas été envoyé de Paddington, mais d'un kiosque près de Charing Cross. Quelqu'un a vérifié le registre. Étrange, non ?» Miss Marple acquiesça. Oui, l'étrangeté revêt souvent le visage le plus conventionnel. Elle quitta la poste et s'arrêta chez le marchand de fruits et légumes, où Madame Price Ridley racontait avec enthousiasme comment la veuve avait égaré un livre de prières emprunté pendant près de 2 ans. La foule murmurait des approbations. Les commérages à St. Mary Mead, pensa Miss Marple, étaient aussi réconfortants que le thé. Mais au milieu de ce brouhaha de spéculation, elle entendit un nom murmurer, celui de M. Sims, le sacristain. Il semblait qu'il était passé chez la veuve l'après-midi précédant son décès pour lui apporter les feuilles de cantique pour le concert de Noël. « 5 minutes seulement, » disait Madame Price Ridley, « mais 5 minutes peuvent suffire quand les cœurs sont fragiles et les nerfs à vif. » À midi, Miss Marple avait reconstitué une conversation plus riche que la plupart des rapports de police. Elle rentra chez elle, se prépara un déjeuner modeste et passa le début d'après-midi à réfléchir. Le crépuscule approchait lorsqu'elle aperçut un mouvement devant son portail. M. Partridge se tenait là, son pardessus boutonné jusqu'au cou, le visage fermé. Elle l'invita à entrer, et il hésita un instant avant de parler. « Mademoiselle Marple, je crains qu'un regrettable incident ne se soit produit. Quelqu'un s'est introduit chez ma tante la nuit dernière. Ou du moins a essayé. Rien n'a été volé, mais la porte a été forcée. C'est curieux, » dit Miss Marple d'un ton doux. « On ne prend généralement pas de risques inutiles. » Il laissa échapper un rire forcé. Le gendarme dit que c'était probablement des gamins. Une bêtise. Mais ça ne ressemble pas à une bêtise, n'est-ce pas? On dirait plutôt une affaire inachevée. Il était assis, se frottant les mains. D'une certaine façon, tu la connaissais mieux que moi. A-t-elle de ne jamais parler de dette, d'ennemis? Miss Marple se versa du thé, réfléchissant à ses paroles. Pas des ennemis, je crois. Mais elle avait cette fâcheuse tendance à se créer des obligations et à en créer d'autres à son tour. Ce genre de générosité peut s'avérer dangereux si elle est mal interprétée. Il fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un l'a tué pour de l'argent ?»« Je pense, » répondit-elle doucement, « que parfois l'argent n'est que le langage dans lequel s'exprime le ressentiment. » Après son départ, la maison sembla étrangement silencieuse.
Miss Marple se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la silhouette sombre de la chaumière de la veuve. La neige avait fondu sur le toit, révélant des ardoises noires, comme les pages d'un livre à moitié brûlé. Puis elle aperçut une faible lueur dans la vitre, incertaine, puis disparut. Pas la lumière d'une bougie, pensa-t-elle, mais un reflet. Quelqu'un qui bougeait à l'intérieur. Elle n'appela pas le gendarme. Au lieu de cela, elle éteignit sa lampe, s'enveloppa dans un châle et s'assit tranquillement près de la fenêtre, attendant. La nuit enveloppait le village d'une douce et mystérieuse étreinte. Quelque part dans cette obscurité, la vérité se dessinait imperceptiblement, lui laissant entrevoir ses contours. Quand enfin, une seconde lumière jaillit brièvement près de la porte de l'église, elle se leva avec une précision calme et attrapa son manteau. Miss Marple traversa le chemin d'un pas lent, l'air froid lui fouettant les joues. Le village dormait, dissimulé derrière ses rideaux tirés, mais le cimetière, au loin, scintillait faiblement sous la lune, ses pierres enneigées se dressant comme une assemblée recueillie en silence. Le second éclat qu'elle avait aperçu était petit, précis, semblant délibérément provenir de la direction de la sacristie. Elle se glissa sur le portail, ses bottes laissant des empreintes nettes. La porte de Saulne de la sacristie était entr'ouverte et un léger courant d'air, mêlé d'odeurs de cire et de poussière, s'engouffrait. Quelqu'un était entré. Elle s'arrêta, n'entendant ni pas, ni respiration, seulement le grincement de la vieille girouette au-dessus d'elle. Elle entra doucement. L'air y était plus chaud qu'elle ne l'avait imaginé. Une bougie brûlait faiblement près de la balustrade de l'autel, sa cire formant une épaisse flaque sur le support en laiton. Dessous, un petit carré de papier brun, plié et ficelé, gisait à l'intérieur. Miss Marple s'approcha, les yeux plissés. C'était un paquet de la taille d'un livre de prière, légèrement taché à un coin, comme s'il avait été humide ou touché par un objet métallique. Avant qu'elle puisse l'attraper, un bruit la fit s'arrêter. Le léger cliquetis de clés. « Qui est là ?» demanda une voix d'homme, douce mais méfiante. « Moi seule » répondit Miss Marple en s'avançant dans la lumière. « Je pourrais poser la même question, Monsieur Sims. » Le sacristain apparut derrière le banc latéral, son manteau saupoudré de neige, sa lanterne tremblant dans une main. « J'ai vu de la lumière à travers la fenêtre, » dit-il sur la défensive. « Je ne voulais pas risquer d'attirer l'attention des vandales. Après ce qui s'est passé, on n'est jamais trop prudent. » Miss Marple le regarda avec douceur. « Vous êtes très consciencieux. N'est-il pas curieux que nous soyons tous deux attirés par la même porte à une heure pareille ?» Sa bouche esquissa un sourire. Curieux peut-être. Mais il y a assez de curiosité dans cette paroisse pour tout le monde. Son regard se porta sur le paquet en papier craft. « L'avez-vous laissé là ?» Il suivit son regard et secoua la tête. « Non, je n'y ai pas touché. Mais j'ai vu quelqu'un passer par ici il y a moins d'une demi-heure. Je n'ai pas vu de manteau, d'écharpe, ni de chapeau baissé. Ils marchaient comme s'ils savaient où ils allaient. Peut-être vers la maison de la veuve? Il hésite. Peut-être. Ils restèrent un instant silencieux, la flamme de la bougie vacillant entre eux. Puis M. Sims souleva le paquet et le retourna délicatement du bout des doigts. « On dirait un livre, » murmura-t-il. « Ou une boîte. » Le ton de Miss Marple était doux. « Il faut toujours se méfier de ce qui est oublié, M. Sims. Les choses oubliées peuvent avoir une signification bien précise. » Il fronça les sourcils, mais n'ajouta rien. Ensemble, ils fermèrent la sacristie à clé et retournèrent dans la nuit. La neige avait durci en une croûte scintillante et le chemin menant à la maison de la veuve brillait faiblement sous la lune, sans aucune trace de pas. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta. « J'espère que vous prendrez soin du colis. »
Il hocha la tête, mais une inquiétude s'était installée dans son regard. « Si ce n'est rien, je le donnerai au vicaire demain matin. Le néant est souvent le début de quelque chose, dit-elle doucement. Quand il est parti, elle resta un moment encore, son souffle embué d'air. De l'autre côté de la ruelle, une faible lueur était réapparue à la fenêtre du salon de la veuve, plus claire qu'auparavant, comme si quelqu'un tâtonnait l'obscurité. Elle rentra chez elle, ferma sa porte à clé et s'assit à son bureau sans enlever son manteau. Son journal était ouvert. Sous ses notes précédentes, elle ajouta 2 mots « colis » de la sacristie. Puis, après un silence, une autre Sims s'agita. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Ce n'était pas timide. 3 coups secs et rapprochés. Miss Marple se leva, le visage impassible, mais son pouls s'était accéléré. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva l'agent Wetherill, le visage pâle à la lueur de la lampe. « Excusez-moi, Miss Marple, » dit-il, « mais il y a encore eu des problèmes. La maison de la veuve a été cambriolée pour de bon cette fois-ci. Il y a du verre partout, et il y a du sang, juste une trace, certes, mais suffisamment pour inquiéter le docteur. » Leurs regards, fixes et inébranlables, croisèrent les siens. Il semblerait donc que Noël à St. Mary Mead n'ait pas encore fini de nous réserver des surprises. Le gendarme déglutit. « Voulez-vous venir » Miss Marple prit son châle. « Oui, agent. Il serait cruel de faire entendre la vérité. » La nuit s'était enroulée autour du chemin, mais la chaumière de la veuve restait éveillée en contrebas, auréolée par la lueur des lanternes. Le gendarme Wetherill ouvrit la marche, ses bottes crissant sur les débris de verre. La porte d'entrée était de travers, son loquet en laiton brisé. À l'intérieur, l'air était froid et agité, comme s'il portait encore le souvenir d'un trouble passé. Miss Marple entra d'un calme imperturbable, son châle serré contre elle. Le gendarme fit signe vers le salon. « Même pièce, madame. On dirait que quelqu'un s'est encore jeté sur la table. La scène était à la fois familière et différente. La table avait été déplacée d'une 15aine de centimètres. Des tiroirs étaient ouverts et une chaise renversée. Mais c'est le mur qui attira l'attention de Miss Marple. Un étroit rectangle de papier peint pâle laissait apparaître l'emplacement d'un objet récemment arraché. « La photo » murmura le gendarme. « Le docteur Haydock a dit qu'il y en avait une autrefois. Des paysages de campagne. Disparus maintenant. » Le regard de Miss Marple glissa vers le bas. Une traînée de petites empreintes boueuses menait de l'âtre à la table, puis revenait à la cheminée. Pas des bottes d'homme trop fines. L'espacement était irrégulier, la pression superficielle. « Ce n'est pas une voleuse professionnelle, » dit-elle doucement. « Quelqu'un est pressé, et quelqu'un qui fait attention à ne pas allumer plus que nécessaire. » Wetherill acquiesça. « Il y a une trace de sang sur la serrure de la fenêtre, à notre avis. Pas grand-chose, juste une petite tache. Nous allons la faire examiner. » « Ce n'est pas une grande coupure, » remarqua T.L., mais suffisamment profonde pour rappeler sa conscience au coupable. Il la regarda d'un air incertain. « Pensez-vous que ce soit lié à cette affaire à l'église ?»« Très probablement, » répondit Miss Marple. « On ne perturbe pas les espaces sacrés et domestiques la même nuit, à moins d'avoir oublié lequel est censé pardonner à l'autre. » En s'avançant, son regard fut attiré par un léger scintillement sous le buffet, un morceau de ruban cramoisi, légèrement effiloché. Elle se pencha pour le ramasser et le retourna entre ses doigts. Ce ruban n'appartient pas à la veuve. Des goûts trop juvéniles, un choix trop insouciant. Le gendarme fronça les sourcils. La bonne ? Peut-être. Ou quelqu'un qui voulait qu'on pense à elle. Elle le déposa délicatement dans un mouchoir, puis se tourna vers la grille froide. Les cendres à l'intérieur étaient intactes, à l'exception d'un petit creux où quelque chose avait été pressé puis retiré. À côté, à demi enfoui,
Un éclat de porcelaine scintillait. Elle tendit la main délicatement vers lui. « L'ange » murmura-t-elle. « Son aile. » L'agent Wetherill laissa échapper un léger soupir. Alors, c'était bien là. Oui, mais elle n'était pas exposée, cachée, brisée, peut-être avant le décès de la veuve. Il la fixa, mal à l'aise. « Tu crois que quelqu'un l'a tuée pour un bibelot ?»« On a tué des gens pour moins que ça, » dit Miss Marple, « surtout quand des babioles dissimulent des choses bien plus précieuses qu'elles ne le sont. » Ils entendirent des pas sur le seuil. M. Partridge se tenait là, le manteau déboutonné, les yeux grands ouverts de fatigue. « Je suis venu dès que j'ai entendu, » dit-il. « On me l'a dit à l'auberge. Manque-t-il encore quelque chose ? » « Peut-être une photo, » dit Miss Marple. « Et la tranquillité d'esprit, certainement. » Il passa une main sur son visage. « C'est insupportable. Je pensais qu'après son enterrement, ça se calmerait. » Le chagrin, dit-elle avec douceur, a la fâcheuse tendance à réorganiser les meubles. Il laissa échapper un petit rire nerveux. C'est bien elle, toujours à tout chambouler. Le regard de Miss Marple se posa sur lui, pensif. Votre tante cachait-elle souvent des papiers derrière des tableaux? Il hésite. Elle aussi. Des reçus, surtout. Des factures qu'elle ne voulait pas que la femme de ménage voie. Pourquoi cette question? Parce qu'on y a pris quelque chose de petit, plié, manipulé à la hâte. Wetherill s'éclaircit la gorge. Nous devrons l'interroger formellement, madame. Tout à fait exact, agent, dit Miss Marple, bien que j'imagine qu'il sera aussi perplexe que nous. Le chagrin n'exclut pas l'ignorance. Le regard du jeune homme se porta furtivement vers la cheminée. Elle disait toujours que ses affaires étaient simples. Mais rien chez elle n'était simple. Miss Marple se détourna, scrutant la cheminée. Une bougie solitaire, à moitié fondue, reposait de travers dans son support. Sa cire avait coulé en une spirale parfaite, comme si elle avait été dictée par la patience plutôt que par la chaleur. Les apparences, pensa-t-elle, cherchent toujours à dissimuler les intentions. Même la lueur des bougies ment poliment jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. « Agent, dit-elle soudain, lorsque vous avez examiné le sang près du loquet, avez-vous remarqué de quel côté de la vitre il se trouvait ?» Il cligna des yeux. « Dehors, madame. L'intrus a dû se blesser en forçant l'entrée. » Sa voix s'adoucit. Puis la maison fut verrouillée de l'intérieur. De nouveau. Ce fait, silencieux et indéniable, s'est déposé parmi eux comme de la poussière. M. Partridge pâlit. Comment aurait-on pu le faire? Miss Marple regarda la porte, l'air indéchiffrable. Les portes sont des choses étranges, M. Partridge. Elles empêchent les étrangers d'entrer et emprisonnent les secrets, selon le sens de leur fermeture. Elle jeta un dernier regard à l'aile d'ange brisée qu'elle tenait à la main, son bord tranchant et fin, comme du verre. Le ruban cramoisi gisait à côté, sur la table, deux fragments de vide séparés, se rejoignant là où un mensonge avait commencé à se déchirer. Dehors, une horloge sonne à minuit. Miss Marple leva les yeux, comme si elle n'écoutait pas l'heure, mais le village lui respirait, paisible en apparence, mais troublé au fond. Le silence qui suivit les 12 coups de minuit était fragile, comme si l'air lui-même craignait de bouger. L'agent Wetherill s'attarda près de la cheminée, hésitant à parler, tandis que M. Partridge fixait l'aile d'ange brisée posée sur la table, le visage impassible. Miss Marple, debout près de la fenêtre, semblait percevoir quelque chose qu'aucun des deux hommes ne pouvait entendre. Non pas un son, mais une sensation, le pouls silencieux de la cause et de la conséquence. Lorsqu'elle se retourna, son visage était calme. « Vous devez refermer la maison à clé, l'agent, » dit-elle doucement, « et faire monter la garde dehors jusqu'au matin. Celui qui est venu ce soir n'a pas terminé ce qu'il avait commencé. » Wetherill acquiesça, reconnaissant ses instructions. « Je vais chercher mon sergent.
Vous rentrerez bien chez vous, Miss Marple? Oh, oui, dit-elle. On est toujours en sécurité quand on a l'air suffisamment ordinaire pour passer inaperçu. Le gendarme partit et un silence s'installa. Monsieur Partridge resta près de la table, la main posée machinalement sur le ruban. « Vous croyez qu'ils vont revenir ?» finit-il par demander. Miss Marple ajusta son châle. Si ce qu'ils cherchaient reste introuvable, ils le trouveront. Le désir est bien plus fidèle que la culpabilité. Il expira bruyamment. « Tu parles comme si tu savais de quoi il s'agit. » Elle esquissa un sourire. « Non, monsieur Partridge. Simplement que la nature humaine est moins nuancée qu'on ne le croit. Une femme comme votre tante agit rarement sans raison, même quand elle fait semblant du contraire. » Il la regarda alors, la lumière de la lampe creusant de profondes ombres sous ses yeux. « Tu crois qu'elle l'a bien cherché ?» Miss Marple soutint son regard droit dans les yeux. Non pas intentionnellement, mais on ne peut provoquer l'envie et s'étonner qu'elle y réponde. Elle le laissa à ses pensées et sortit dans le froid. Le chemin était argenté par le givre, le village replongé dans le sommeil, comme si sa propre conscience avait tiré les rideaux. Pourtant, parvenue au portail de son jardin, elle perçut un léger trouble de petites empreintes irrégulières, qui ne menaient pas vers la chaumière de la veuve, mais s'en éloignent, en direction de l'église. C'étaient les mêmes empreintes étroites qu'elle avait déjà vues, à moitié fondues dans la neige quelques jours plus tôt. Sauf que maintenant, elles se superposent à des traces plus fraîches, plus profondes, comme si quelqu'un avait suivi de près. Au lever du jour, Miss Marple était déjà au presbytère. Madame Weatherby l'accueillit avec une indignation feinte et des dentelles à profusion. « Ma chère, vous ne pouvez imaginer le scandale. On dit que l'intruse était la servante elle-même. Le constable Wetherill a trouvé une valise portant ses initiales sous le porche de l'église. Miss Marple sirota le thé qu'on lui avait tendu. « C'est bien pratique, » murmura-t-elle. « Quelle coïncidence ! Scandaleux! Le pauvre vicaire est hors de lui. Dire qu'un de nos domestiques mêlé à un cambriolage, et en plus à Noël. La saison des fêtes favorise les confessions, a déclaré Miss Marple. Parfois volontaire, parfois arrangée. Madame Weatherby fronça les sourcils, un peu perdue. Ils sont allés la chercher à Londres, enfin il le croit. Monsieur Partridge jure qu'il portera plainte si quelque chose manque. Le regard de Miss Marple se porta sur le buffet où le courrier du matin reposait, non ouvert. Une seule enveloppe portait le timbre du presbytère, adressé d'une écriture soignée et arrondie à Madame Partridge, The Hollies. Elle avait été retournée à l'expéditeur. « Puis-je voir cela ?» demanda-t-elle. Madame Weatherby le lui tendit. À l'intérieur se trouvait un feuillet paroissial, mais tout à fait par hasard, un petit morceau de papier, légèrement parfumé à la lavande, était plié à l'intérieur. On y lisait une seule ligne, écrite de la main de la veuve. Ne le lui remettre qu'après les chants de Noël. Miss Marple le remet délicatement en place. C'est curieux. Je me demande de quel lui elle parlait. Le vicaire entra à ce moment précis, le visage rouge de froid. « Ah, Miss Marple, je comptais justement vous rendre visite. Il y a quelque chose d'inquiétant. » Il hésite. Le sacristain, M. Sims, a disparu. Personne ne l'a vu depuis hier soir. La sacristie est fermée à clé, et on a perdu la clé. Madame Weatherby joignit les mains avec emphase. Mon Dieu! D'abord la bonne, maintenant le sacristain. Que se passe-t-il donc dans notre village? Miss Marple se leva et posa sa tasse de thé. « Oh, je ne devrais pas trop m'inquiéter, » dit-elle doucement. Dans toute petite communauté, la culpabilité a tendance à se concentrer comme la brume dans les bas-fonds, parmi ceux qui se croient invisibles. Le vicaire cligna des yeux. « Vous voulez dire que vous savez où il est allé ?»« Je veux dire, » répondit-elle en boutonnant son manteau, « qu'il n'est pas allé bien loin. »
On s'éloigne rarement quand on garde quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment. Dehors, la neige recommença à tomber en flocons fins et doux, effaçant les traces plus vite qu'elle n'en formait. Miss Marple s'arrêta devant le portail, observant le voile blanc se poser sur le village, dissimulant ses secrets avec une grâce consommée. Et dans ce silence de neige qui tombait, elle comprit que la prochaine fois qu'elle entrerait dans l'église, ce ne serait pas en tant que fidèle, mais en tant que témoin. Le matin se leva dans une lumière blafarde qui révélait plus qu'elle ne réconfortait. La neige avait plongé le village dans le silence, et pourtant, sous cette quiétude, flottait une appréhension sourde, comme le bourdonnement d'une horloge remontée à l'extrême. Miss Marple, son châle serré contre elle, se dirigea vers l'église. Le givre scintillait sur la grille de fer, et du jardin du presbytère parvenait le léger crissement d'une bêche sur la terre gelée que quelqu'un creusait, peut-être par respectabilité plus que par raison. Dans la nef, le connétable Wetherill se tenait près de la porte de la sacristie, en pleine discussion avec le docteur Haydock. Le visage du docteur était grave. « Je l'ai trouvé à une vingtaine de mètres d'ici, » disait-il, effondré dans la haie, face contre terre. Vivant, mais à peine, il souffrait sans doute du froid, du choc et de l'inconscience. « Monsieur Sims ?» demanda doucement Miss Marple en s'approchant. Le médecin acquiesça. Le pauvre homme était incapable de parler, mais il tenait ceci serré contre lui. De sa poche, il sortit une feuille de papier pliée, aux bords humides et tachés. Il n'y avait dessus qu'un nom et un verset de Luc. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « C'est bien ainsi, vous ne trouvez pas ?» Wetherill fronça les sourcils. « Mais pourquoi s'enfuir ? S'il savait quelque chose, il aurait pu parler. »« Parfois, dit-elle, la vérité effraie davantage les innocents que la culpabilité. » Le gendarme parut perplexe, mais Miss Marple le dépassa et se dirigea vers la sacristie. À l'intérieur, la bougie de la veille s'était consumée, laissant une flaque de cire durcie comme un seau. Le paquet, en revanche, avait disparu. Seul un léger carré de poussière marquait l'endroit où il se trouvait. Elle s'agenouilla, effleurant le bois du bout des doigts. Un fil de laine cramoisie était accroché au coin du pupitre. Son esprit reconstitue silencieusement le motif, comme de la dentelle, le ruban dans la maison de la veuve, le parfum de lavande, le télégramme disparu de la servante. Le vicaire entra, l'air fatigué. « Vous avez entendu parler de M. Sims. Il a dû errer après minuit. Je n'arrive pas à imaginer ce qui lui a pris. »« La possession, » dit Miss Marple d'un ton doux, « prend bien des formes. La culpabilité n'en est qu'une. » Il soupira, puis baissa la voix. Entre nous, le gendarme trouva quelque chose dans son manteau, une petite boîte dorée, celle en forme d'étoile. Il dit qu'elle appartenait aux affaires de la veuve. Elle leva les yeux. « Ah, alors peut-être y sommes-nous enfin ?» Le vicaire fronça les sourcils. « Voulez-vous dire qu'il a de la valeur ?»« La valeur, répondit-elle, se mesure souvent à ce que quelqu'un est prêt à risquer pour la dissimuler. » À midi, la nouvelle s'était déjà répandue que M. Sims avait été pris d'un malaise au service du Seigneur, et les spéculations allaient à bon train. Madame Price Ridley y voyait un signe du châtiment divin. Madame Witherby, toujours prompte à captiver son auditoire, se mit à raconter les dernières heures de la veuve à quiconque s'attardait près de la balance de l'épicier. Pendant ce temps, Miss Marple, assise tranquillement à sa table de cuisine, réfléchissait aux contradictions. L'aile manquante de l'ange. Le tableau avait disparu. Les portes verrouillées. Le point commun à tous ces éléments n'était pas la violence, mais la gêne, une émotion bien plus puissante, elle le savait, que la haine dans une paroisse respectable.
Ses pensées furent interrompues par un coup sec à la porte. C'était de nouveau l'agent Wetherill, chapeau à la main. « Excusez-moi, madame, mais mon neveu souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Elle trouva M. Partridge qui attendait près du portail du cimetière. Son attitude, empreinte de tristesse, avait laissé place à une énergie fébrile. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, je reviens de chez le curé. » Il me montra la boîte. Elle n'appartenait pas à ma tante, elle était à moi. Un souvenir de ma mère. Je l'ai laissée ici il y a des années. Je n'arrive pas à imaginer comment ma tante a pu l'obtenir. Peut-être l'a-t-elle trouvée parmi les affaires de son défunt mari, dit doucement Miss Marple. Il hésite. Non, elle n'aimait pas ma mère. Je pense qu'elle l'a gardée parce qu'elle savait que ça m'agaçait. Le ton de Miss Marple était presque tendre. Oh, monsieur Partridge, nous aimons tous avoir de petites armes à portée de main, même si nous les admettons rarement. Il esquissa un sourire forcé. « Tu parles comme si c'était un jeu. »« Dans un village, répondit-elle, tout est un jeu. Seules les mises diffèrent. » Alors qu'il se retournait pour partir, un bruit métallique retentit dans sa poche. Sa main, par réflexe, se porta trop vite pour l'arrêter. Les yeux de Miss Marple s'animèrent un instant, mais son expression demeura inchangée. Elle retourna lentement, le givre crépitant sous ses pas, le son lointain de la cloche de l'église derrière elle. Dans son esprit, les fragments s'assemblent, non pas encore en clarté, mais en symétrie. Elle se dit qu'il restait une dernière chose à vérifier avant de parler à qui que ce soit. Quelque chose d'anodin, d'estimé, qu'on oublie facilement. Le genre de détail qui pourrait démasquer un mensonge soigneusement dissimulé sous un voile de deuil. Et lorsqu'elle atteignit son portail, une ombre se détacha de la haie d'If, observant, attendant, puis disparaissant dans la neige pâle qui tombait. L'ombre s'évanouit aussi silencieusement qu'elle était apparue, laissant l'air troublé, mais vide. Miss Marple s'attarda près de son portail, la main toujours posée sur le loquet. La neige étouffait si complètement les sons que même sa respiration semblait une intrusion. Pourtant, elle était certaine de ne pas être seule. Quelqu'un attendait, non pas précisément, mais ce qu'elle pourrait découvrir. Elle entra dans sa chaumière et alluma la lampe. La petite pièce lui parut étrangement étouffante, comme si les murs eux-mêmes s'étaient rapprochés pour l'écouter. Sur la cheminée, son horloge tic-tac régulier, son son précis et moralisateur à l'image de la voix du village, toujours à mesurer, toujours à juger. Miss Marple prit place près du feu et contempla la symétrie de toute cette histoire. Un ange disparu, une servante évanouie, la poche coupable d'un neveu et une boîte en forme d'étoile. On aimait à penser que les crimes naissent de la colère ou de la cupidité, mais elle avait constaté qu'ils commençaient le plus souvent par la vanité, ce petit désir désespéré de paraître meilleur qu'on ne l'était réellement. On frappa de nouveau, plus doucement cette fois, avec hésitation. Elle ouvrit la porte et découvrit l'agent Wetherill, les joues rosies par le rhume, sa lanterne projetant des ombres inquiétantes. « Je suis désolé de vous déranger, Miss Marple. Le vicaire dit que M. Partridge est reparti, mais pas à l'auberge cette fois. On a retrouvé sa valise devant le portail. Des billets de train à l'intérieur, tous deux vierges. » Miss Marple plissa les yeux. « Et où l'a-t-on vu pour la dernière fois ?»« Au chalet de la veuve. Il a dit vouloir arranger les choses. Je l'ai suivi de près, mais il était déjà parti quand je suis arrivé. Nous avons tout de même trouvé quelque chose. » Il a sorti de sa poche une feuille de papier pliée. Elle était glissée derrière la pendule. On dirait une lettre. Elle lui fit signe d'entrer. Le papier trembla légèrement lorsqu'elle le déplia. L'écriture était ferme, mais irrégulière. La main d'une femme s'était précipitée sous l'effet de l'émotion. Cela commençait simplement.
À celui ou celle qui trouvera ceci, je ne peux supporter les commérages. Il y a des choses qu'il vaut mieux taire, mais j'ai été trompé trop longtemps. S'il connaissait de la vérité sur le testament, sur le nom, sur l'ange. » La phrase s'interrompit brusquement, comme déchirée. « Et le reste ?» demanda Miss Marple. « Disparu, » a dit Wetherill. « On dirait qu'il a été arraché. Le médecin pense qu'elle l'a écrit la nuit de sa mort. » Miss Marple déposa délicatement le papier près de sa tasse de thé. Elle craignait alors d'être découverte, mais non d'être punie. Cette distinction est importante, agent. La première est l'orgueil, la seconde, la conscience. Il fronça les sourcils, ne sachant que répondre. « Pensez-vous que M. Partridge l'ait tué, madame ?» Elle esquissa un sourire. « Je crois que M. Partridge a hérité de plus qu'il ne le pense. » Il cligna des yeux. « Son domaine, vous voulez dire ?»« Quelque chose de plus lourd, » dit-elle, « mais peut-être de moins grande valeur. » Elle se leva et reprit son manteau. « Apporte ta lanterne. Nous allons faire un petit tour. » La neige s'était épaissie et leurs empreintes se sont rapidement remplies. Elles se rendirent d'abord à la chaumière de la veuve, où une lampe solitaire brillait faiblement, à travers la vitre givrée. À l'intérieur, l'air était de nouveau agité, des papiers jonchèrent le sol. Miss Marple se baissa pour ramasser une photographie tombée au sol, une vieille image sépia d'une femme plus jeune que Madame Partridge, debout près d'un enfant aux yeux si particuliers. « Ressemblance familiale ?» demanda Wetherill. « Pas tout à fait, » dit Miss Marple. « La répétition, la vie aime bien faire rimer ses erreurs. » Son regard se porta sur la table où se trouvait autrefois la crèche. Il ne restait plus que 2 figurines, la Vierge et un berger, renversées côte à côte. Entre eux gisait un morceau de ruban de soie cramoisi plié, le même qu'elle avait trouvé auparavant, mais noué cette fois autour d'un objet petit et lourd. Elle le dénoua avec précaution. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton et un morceau d'enveloppe déchiré, dont le cachet postal était estompé par la suite d'une bougie Londres, 2 semaines plus tôt. « Agent, » dit-elle doucement, « pourriez-vous aller chercher M. Partridge, où qu'il soit caché? Il a besoin d'entendre quelque chose de ma part, quelque chose qu'il vaut mieux dire en présence d'un officier. » Ils le trouvèrent près du chemin du cimetière, assis sur le muret, sans chapeau, le regard perdu dans la neige. Il se leva à leur approche, le visage pâle et émacié. « Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix rauque, quoiqu'elle ait voulu cacher. L'expression de Miss Marple était douce mais implacable. « J'ai trouvé qu'elle craignait que vous découvriez la vérité et non le trésor. La servante, voyez-vous, n'était pas une voleuse. C'était la fille de votre mère, le souvenir que votre tante se faisait de tout ce qu'elle ne pouvait pardonner. » Il la fixa, abasourdi. « C'est impossible. Ma mère est morte il y a des années. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, « mais pas avant d'avoir laissé un autre enfant derrière elle. La veuve le savait. Elle recueillit la fillette, la rebaptisa et paya son silence par charité. Cela aurait pu continuer tranquillement sans cette vanité, ce spectacle annuel qu'il faut admirer. Mais ceux qui recherchent l'admiration oublient souvent combien elle est fragile. » Partridge vacilla légèrement. « Alors pourquoi tout ça? Le cambriolage, la lettre? » « Parce que, » répondit Miss Marple, « votre tante a tenté de modifier son testament. Pour rendre service, peut-être. Monsieur Sims l'a aidé et l'a regretté. À sa mort, il craignait davantage le scandale que la justice. Alors, se croyant dans son bon droit, il a caché les documents. Le gendarme se tortillait d'inconfort. « Et le sang, madame ?»« C'est de sa main, » dit Miss Marple. « Il s'est coupé la main contre la fenêtre en revenant chercher ce qu'il avait caché. C'est pour ça qu'il s'est évanoui dans la haie. Le corps ne peut supporter qu'une certaine dose de mensonge avant de trahir l'esprit. » Le vent se leva, projetant des flocons de neige contre leurs bottes.
Partridge resta immobile, la vérité s'abattant sur lui comme du givre. « Et la bonne ?» murmura-t-il. « Elle s'est enfuie, » expliqua Miss Marple, car elle pensait que la lettre l'accusait. Avec le temps, elle comprendra qu'en réalité, elle l'innocente. Ils reprirent le chemin du village, la lumière de leur lanterne projetant de longues ombres vacillantes. Le visage de Miss Marple était calme, mais ses yeux expriment la douce mélancolie de la compréhension. Au loin, la cloche de l'église sonna une seule fois, d'une note mesurée. Son écho résonna dans le froid, planant au bord du silence comme une question trop délicate pour être résolue.